Je pourrais aborder. Je pense qu'on peut pas ne pas regarder l'angle sans regarder un peu mon parcours personnel. Donc, j'ai travaillé juste pour qu'on se situe, puis ça va vous permettre peut-être de comprendre un peu mieux qui je suis. J'ai travaillé 20 ans en consultation pour une firme, comme vous en avez plein ici. Donc, au départ, je suis quelqu'un de terrain. Je suis toujours quelqu'un de terrain, d'ailleurs, même si j'enseigne puis je fais de la recherche, je suis vraiment un prof hybride américain, on pourrait dire. C'est-à-dire que j'ai, comme beaucoup de profs aux États-Unis, j'ai gardé une pratique terrain, je suis donc toujours, puis j'essaie vraiment d'être à l'interaction des deux mondes. C'est pas facile à tous les jours parce que ça oblige à se confronter, puis à s'auto-confronter tout le temps entre ce qu'on fait, puis ce qu'on pense, comment on agit, puis comment on fait de la recherche. Mais deux, c'est exigeant personnellement aussi parce que ça prend du temps et tout. Mais je pense que c'est quand même porteur de faire les deux. Et puis, la maîtrise dont je m'occupe au Québec, c'est une maîtrise professionnelle, donc c'est important pour moi que je sois encore quelqu'un qui comprenne ce qui se passe d'assez près, quoi. En gardant un peu de recul, évidemment, parce que la posture, comme vous dites, a changé, mais quand même, c'est important. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est proche du milieu organisationnel. J'ai toujours travaillé, puis la maîtrise dont je m'occupe est très nichée, comme on dit chez nous, je ne sais pas si vous êtes ici, mais vraiment niché milieu organisationnel. C'est des gens qui travaillent en entreprise. Donc, c'est beaucoup moins large qu'ici. C'est vraiment formation d'adultes, aussi en milieu institutionnel, les écoles, etc. Moi, je suis vraiment niché entreprise. Il faut comprendre que ma vision est moins large que la vision que vous avez ici. Je suis vraiment organisationnel au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le concept d'apprenance est bien connu ici. Il est un peu chez nous, mais quand même moins. Alors, moi, j'ai connu l'apprenance après avoir connu l'apprentissage autodirigé, après avoir connu l'autorégulation, après avoir connu les écoles de motivation. Donc, je l'ai connu un peu en sens contraire où c'est fait ici, quoi. Je pense qu'ici, vous avez connu l'apprenance, puis après, peut-être que vous rentrez en contact avec Zimmerman, avec Bandura, avec me parler d'apprenance. Moi, j'ai fait le chemin contraire. Et c'est un peu le chemin que je vous propose, quoi, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder ça de l'autre côté de la lorgnette. De dire, la façon dont je vais essayer d'écrire l'article, c'est en disant, moi, je vais essayer de décoder à travers les écrits nord-américains comment l'apprenance est présente. Et c'est comme ça que je vais vous le présenter, parce que la littérature que je regarde est à 90% nord-américaine, américaine ou encore en provenance d'Asie et essentiellement anglophone. Donc, à votre contact, je commence à connaître les auteurs en France, mais dites-vous bien que je suis un Américain déguisé. C'est-à-dire que fondamentalement, je le dis en français, mais je le lis en anglais. Quoi. Donc je vais essayer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de repérer la provenance dans les écrits nord-américains en organisation. Et puis, j'ai mis une espèce de perspective évolutive que je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Donc, je vais aller rapidement là-dessus. Vous connaissez très bien tout ça. C'est jour, je vais trouver les meilleurs moyens d'apprendre plutôt que d'enseigner. Je vais beaucoup travailler avec les trois sources. Donc, cognitive, affective et cognitive, parce que c'était un peu comme mes référents de départ pour repérer l'histoire. Okay? Je me suis dit, il y a trois sources, on va repérer à partir des trois sources. J'ai essayé de travailler comme ça. Puis j'essaie de travailler aussi en me disant, mais c'est dans les situations formelles ou informelles, que ce soit expérientiel, didactique, autodirigé, intentionnel ou fortuite. Non, le champ est très large, et c'est ce que j'ai essayé de couvrir aussi dans la perspective évolutive que j'ai tracée. Je pense que c'est intéressant de remonter l'histoire. Moi, je me dis, est-ce que je suis rendu à faire des perspectives évolutives parce que j'ai vieilli? Peut-être que c'est ça, mais c'est quand même chouette de le faire. Je pense que ça va vous donner un peu comment tous ces concepts reliés à l'apprenance ont évolué dans les 35 dernières années en organisation. Et d'où c'est parti et vers où ça va. Puis c'est ce que je vais essayer de faire vraiment dans les grands traits avec vous, sans aller dans les détails. Puis je cache immédiatement. Oui, oui. Quand
je suis assis, est-ce que je les cache? Non, non. Restez assis, là. OK. Donc, je vais partir surtout en contexte formel. OK? Donc, vraiment, je regardais la provenance en amont. Dans une culture, amont-aval, ça va pour tout le monde, dans une démarche plus classique que vous appelez de l'ingénierie de la formation. Parce que les premiers temps en organisation, c'était ça, quoi. Donc, je vais partir d'une démarche, d'un contexte plus formel, surtout en amont, et puis je vais m'en aller tranquillement plus dans des modes plus informels. Moi, je trouve que l'apprenance devient plus une finalité qu'un catalyseur. Donc, et moins un intrant, mais devient tranquillement un extrant, pour prendre peut-être un langage plus clair. Okay? Parce que je pense qu'il y a ce mouvement-là. Il y a un mouvement que ça a commencé en amont dans des démarches plus standards, et puis ça s'en va plus en aval quand les modes deviennent plus informels. Je vais essayer tranquillement de suivre ça, puis de vous tracer ça, parce que le chemin que j'ai trouvé en repérant, en regardant, est un peu autour de ça. Et ces modes informels-là sont de plus en plus fréquents chez nous. Je reviendrai, c'est des modes mixtes, mais c'est de plus en plus fréquent en organisation. Et en contexte plus informel, l'apprenance constitue un catalyseur de l'apprentissage, mais aussi une des finalités recherchées dans un univers où toute la notion de responsabilisation, d'autodirection devient de plus en plus recherchée. Moi, j'ai beaucoup travaillé en développement du leadership, donc avec des managers, comme vous dites ici, des cadres ou des gestionnaires, comme on dit chez nous. Vous allez voir beaucoup d'exemples de programmes en développement du leadership, parce que c'est mon principal champ d'intervention. Donc, je m'intéresse et je fais de la recherche là-dedans aussi. Donc, je travaille beaucoup avec des gestionnaires, puis évidemment, on est très tenté de dire responsabilisation et autodirection, responsabilisation et apprenance, et je pense que c'est intéressant de le regarder comme ça aussi. Donc, je vais m'en aller tranquillement vers ça. Donc, je vais suivre ce chemin-là, formel, informel, amont, aval, et puis c'est un peu le fil que je vais essayer de suivre avec vous. L'autre fil que je vais essayer de suivre, c'est celui du transfert, parce que le transfert, j'en ai entendu parler, les gens me disent on parle de transfert ici, je suis bien content qu'on en parle, mais il faut que la notion de transfert chez nous, elle est vraiment cruciale. Parce que si un apprenant qui participe à une démarche ne réutilise pas ce qu'il a appris, on a tendance à croire que la démarche est peut-être plus ou moins utile. Dans le sens où son apprentissage doit être dans le plus large possible réinvesti. Ce n'est pas une condition sine qua non de réussite, mais c'est vraiment très fort. Donc cette notion-là de réutilisation ou transfert, elle est vraiment importante de notre côté. Elle est omniprésente, je dirais. Donc, beaucoup de littérature anglophone touche cette notion-là de transfert. Et dans les premières années, les premiers efforts importants, c'est fin des années 80, début des années 90, je ne vais pas plus vieux que ça, je vais rester là. C'est la notion de transfer of training. Donc, je le mets en anglais parce que c'est important qu'on ait le mot anglais. Training veut dire formation. Donc, c'est transfert en formation. Vous voyez tout de suite que c'est l'école, l'ingénierie, la classe, ponctuelle, tu vas faire 2 jours, c'est fini, etc. Okay? C'est vraiment pas dans la durée. Et ces gens-là, c'est une large recension décrite sur le transfert qui couvre à peu près 200-250 recherches, c'est vraiment un gros truc. Et ces gens-là affirment que les caractéristiques des individus sur l'apprentissage et le transfert demeuraient limitées. Donc on part du fait que les gens disent « Ah, les variables individuelles, pas très importantes. » Parce que ici, c'est apprenant. Chez nous, c'est caractéristiques individuelles. Je sais pas, je vais essayer de traduire pour vous aider, mais si vous avez des questions, on peut me les poser. Et ces caractéristiques-là étaient fonction de la capacité d'un individu à être formé avec succès. Mais formé de façon très restreinte, quoi. C'est comme, on pourrait quasiment dire moulé avec succès, si vous me passez l'expression. Et le mot anglais, puis il est important à comprendre, c'est trainable. Il est formable. Alors, il est jusqu'à un certain point malléable et tout, quoi. Cet individu est formable. Et il est capable d'apprendre dans la mesure où on fait ce qu'on veut qu'il fasse. Okay, c'est vraiment la mentalité avec laquelle je suis parti. Mais n'oubliez pas qu'en entreprise, il y a cette notion-là d'autodirection,
elle n'est pas simple, parce que les buts d'une activité d'apprentissage sont souvent prédéterminés en fonction d'un boulot à faire. Et c'est beaucoup les discussions que j'avais souvent avec Roger Anstrow, Philippe, quand on parlait d'autodirection en entreprise, qui disait « Mais comment tu vas y arriver? Parce que c'est un milieu qui est plus contraint et tout, mais vous allez voir que les choses ont sensiblement évolué. » Donc, on parlait de trainability. Pourtant, on avait déjà des indices, des recherches qui nous disaient que la motivation était vraiment quelque chose d'important. Mais encore, les buts de l'individu sont vraiment subordonnés aux objectifs organisationnels ici. Clairement, dans les premiers temps. Donc, l'apprentissage est associé à la rétention d'un contenu. Donc, tu t'en rappelles, puis à son transfert. Mais même ces auteurs-là disent que c'est des tâches relativement simples qui nécessitent la mémorisation d'habiletés motrices et dont les résultats s'évaluent à court terme. Mais il y a encore de ça. Mais ce n'était que ça à l'époque. Sur certaines fonctions pointues, je vais revenir plus tard. Et que l'utilisation de telles tâches en milieu organisationnel pose problème parce qu'il y a aussi des tâches à plus long terme qui demandent des trucs beaucoup plus larges de résolution de problèmes et puis un transfert plus à long terme. Et encore de nos jours, avec des collègues chez nous, une espèce d'ouvrage, un ouvrage qu'on publie, il y a vraiment deux types, si vous voulez, d'habilités en arrière du transfert. Il y a ce qu'on appelle chez nous c'est tout en anglais, mais je vais vous les traduire au fur et à mesure. Hein. Les habilités fermées, ce qu'on appelle les closed skills. C'est centré vraiment sur la répétition du truc, quoi. C'est-à-dire que tu reproduis passablement de façon automatique et linéaire ce que tu as appris. Okay? J'appelle ça des closed skills. En français, on dit transfert rapproché. Et puis de plus en plus, mais je vous dirais que ce n'est pas le mouvement dominant. Je suis très surpris quand j'ai montré comme une publication qu'on travaille, et les gens disent vraiment ton point de vue et ta part des points de vue. J'étais vraiment éberlué de ça. Ce qu'on appelle des open skills. C'est-à-dire que des habilités ouvertes où, dans certains postes, les gens ont la latitude nécessaire pour adapter ce qu'ils ont appris. Ça peut sembler pour vous peut-être vraiment de base ou très trivial de votre point de vue, mais du point de vue de l'entreprise, ça ne l'est pas. Parce que reconnaître que les gens sont capables d'adapter les choses, de les changer, de les ajuster en fonction de leurs préférences, de leur but ou de leur façon de faire, c'est pas rien dans un milieu aussi normé que l'entreprise. On a un avis. Donc, mais déjà, dans les années 90, Baldwin et Ford voyaient l'espèce de limite de ce truc très fermé, quoi. Okay? Et les premiers résultats qu'on a par rapport à l'importance des caractéristiques individuelles et de l'apprenance de façon générale arrivent dans le milieu des années 90. Je vous en ai pisté deux, j'aurais pu en mettre plein, mais j'en ai pisté deux. Une première recherche au niveau de 1000 gestionnaires, où là vraiment on commence à avoir des corrélations très intéressantes entre le transfert, l'apprentissage et les motivations. Ici, la motivation, elle est décrite comme « j'essaie d'apprendre le plus possible dans le cadre des activités de formation ». Alors, vous voyez, elle est vraiment liée à c'est toute la dynamique, la discussion qu'on avait au niveau des prédispositions. J'essaie d'apprendre le plus possible. Okay? Donc c'est vraiment, je vais y arriver tantôt avec les écrits de Philippe Carré, mais dans le fond, cette motivation-là, elle est vraiment importante. Et l'autre chose qui est liée à des perceptions, c'est la perception qui n'est pas sur la diapo, c'est la perception d'efficacité anticipée. J'anticipe que le fait de suivre cette démarche-là va me permettre d'être plus efficace. Et ça aussi, le lien entre ça et apprentissage et transfert est vraiment très fort. C'est tout ce qui est lié à l'utilité perçue. Donc, d'une part, on commence à avoir vraiment des résultats de recherche vraiment intéressants, des corrélations élevées. Vraiment, on commence à dire, bon, ces facteurs-là ont vraiment de l'impact sur l'apprentissage et le transfert, il faut commencer à les considérer. Milieu des années 90. Et puis, il y a un ouvrage très important d'un auteur qui s'appelle Haskell chez nous, peu connu, mais à mon avis, vraiment important. Et lui, il rompt avec le Transfer of Training, donc transfert d'information, et il propose le Transfer of Learning, donc transfert d'apprentissage. Et peut-être que pour vous, c'est pas très important, mais pour nous, ça l'était beaucoup. Donc,
Donc, parler de transfer of training puis parler de transfer of learning, c'est vraiment pas la même chose. C'est comme vraiment deux mondes. Okay? Parce que ici, c'est un processus à long terme, centré sur l'apprenant et au sens qu'il donne à son développement. Et l'ouvrage qu'il a fait, ça s'appelait Reengineering the Corporate Training Process. Ouais? Un ouvrage qui visait à remettre en question ces espèces de formations de produits-là, toutes faites d'avance, dans lesquelles l'apprenant n'avait pas grand-chose ni à dire ni à faire, sauf de développer sa trainability, pour reprendre. Okay? Donc, c'est milieu des années 90. Et puis, plus récemment, il y a des auteurs, Latam, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur important au niveau de la fixation des buts, motivation et tout. Je fais le saut parce que vous voyez le changement de discours, et rappelez-vous que chez nous, la capacité d'une démarche d'apprentissage à produire des résultats, elle est cruciale, même si tout le monde parle de retour sur investissement, mais que personne ne mesure, mais tout le monde en parle parce que ça fait bien, quoi. Mais le temps, l'argent et les ressources investies afin de développer les compétences d'un individu seront souvent gaspillés dans la mesure où ces individus ne choisissent pas d'utiliser ce qu'ils ont appris. Alors là, vraiment, la notion de choix, elle devient vraiment cruciale. Et de plus en plus, cette notion de choix, d'utilité est développée, je dirais, dans les équipes des dernières années. Donc, toujours en amont, le concept dont Philippe Carré parle aussi dans son livre, il prend d'ailleurs ce terme-là, c'est learner readiness. Learner readiness, ça veut dire capacité de l'apprenant à être prêt. C'est le fait qu'il soit prêt à aller en formation. Ready, ça veut dire prêt. Donc, readiness, c'est le fait qu'il soit prêt. Et c'est largement développé aussi dans les années 2000, un peu dans les mêmes années. Ça se traduit aussi comme une disposition, comme l'apprenance. Donc, le débat qu'il y a eu en début, ça me remettait là-dedans aussi. Donc, c'est lié à quoi? C'est lié à la préparation d'un apprenant pour tirer profit de notre programme. C'est lié au fait qu'il perçoive ce programme comme une occasion de développement et c'est lié aussi à tout son bagage de connaissances antérieures, donc des aspects cognitifs et plus connatifs au niveau de l'apprenance. Donc, souvent, les concepts nord-américains reprennent plus d'une source. Il y a 3 sources de base, et vous allez voir, elles sont souvent multisources. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Les concepts américains, ils ne sont pas seulement américains parce qu'ils sont partagés un peu partout maintenant, mais c'est souvent plus qu'une source. Et il y a aussi beaucoup de recherches, mais il y a une large recension d'écrits en milieu organisationnel qui porte sur la motivation, qui date un peu, mais qui est vraiment bien faite. C'est la recension de Paul Kitch, je ne sais pas si les gens qui connaissent ici. Là, la définition diffère un peu, mais la motivation est liée à la perception d'utilité, le plaisir de réinvestir des apprentissages, mais c'est plus l'aspect affectif de l'apprenance. Vous voyez, c'est multisource. Et puis aussi l'engagement dans l'action. Et de plus en plus, ces notions-là sont définies et mettent en lumière les 3 dimensions de l'apprenance. Mais c'est toujours en amont, quoi. C'est toujours avant la formation, finalement. Sauf qu'ici, on commence tranquillement à aller en aval. Et plus on évolue, vous allez voir, plus ça évolue, plus les concepts passent de l'amont vers l'aval. L'autre concept très développé en organisation chez nous, c'est l'auto-efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle. Alors ça, vraiment, le concept de Bandura. Ça, vraiment, je dirais que c'est en milieu organisationnel, c'est passé. Le concept est accepté maintenant. Ça a pris beaucoup d'années, mais efficacité personnelle chez nous, ça a passé la rampe. Un peu comme, je ne sais pas, nous, généralement, ce qui est intéressant du concept d'efficacité personnelle, c'est son influence, c'est-à-dire son impact, corrélation, prendre les mots techniques, généralement est modéré, mais les stades, c'est vraiment transversal, c'est-à-dire que ça vaut autant pour des programmes en développement du leadership, je vais juste donner quelques exemples, mais aussi pour l'apprentissage en ligne. Donc, en organisation, la force du concept d'auto-efficacité, c'est que ça vaut partout, quoi. C'est un concept qui est vraiment transversal, autant pour les formations de cadre supérieur de haut niveau, dans des démarches très ouvertes, que dans les trucs très, très fermés, genre, apprenez la dernière application du dernier truc, comment ça fonctionne, quoi. Fait que c'est vraiment la force de ce concept-là, qui est aussi lié à l'agentivité, à l'apprendre, comme vous savez, et
que son influence est modérée, mais tellement stable qu'on n'a pas le choix de ne pas s'y intéresser. Donc, l'autre concept qui illustre bien l'apprenance, c'est celui-là. Il faut comprendre que Bandura travaillait en Amérique du Nord, il est né au Canada, donc c'est un Canadien. Donc, évidemment, Winnipeg, c'est même mon réponse. Donc, ça facilite grandement aussi son acceptation chez nous. Et puis, pour finir cette première partie-là, je ne vais pas l'heure, mais je dois être peut-être je suis dans mon temps. L'apprenance commence à faire sa place, pas seulement en amont, mais aussi dans le processus d'apprentissage. Vous appelez dispositif, nous on va appeler ça démarche, on va appeler ça processus plus que dispositif. Alors, par exemple, il y a des façons de structurer de la formation ou des démarches d'apprentissage. Bell et Kozlowski, deux Américains, qui permet à l'apprenant de choisir ses activités, d'évaluer ses résultats. Donc, il y a un certain choix de moyens. Le choix de moyens est lié à l'autorégulation. Et fondé sur une approche inductive, le rôle plus proactif amène à développer l'autorégulation qui, selon Caris, caractérise l'apprenance. Alors, c'est intéressant de voir que là, cette notion-là d'autorégulation devient partie prenante tranquillement dans l'entreprise du processus d'apprentissage. Je l'ai chez vous en milieu institutionnel, mais chez nous, en organisation, ça avait beaucoup de chemin à faire parce qu'on était tellement campés, on était tellement structurés et tout, et programmés. Et ce qui est très intéressant de mon côté à moi, c'est que cette autorégulation-là est liée à ce qu'on appelle un transfert adaptatif. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par transfert adaptatif ou transfert éloigné? C'est là-dessus que je travaille le plus en ce moment par rapport au transfert. D'abord, c'est lié à ces habilités ouvertes-là, à ces open skills. Alors, un transfert qu'on pourrait dire plus reproductif, c'est-à-dire qu'on a tendance à utiliser, mais quasi en mode copier-coller l'histoire. Versus un transfert adaptatif où je dois mobiliser, dans le fond, ce que j'ai appris dans une logique pour vous de compétences pour s'adapter à des situations, même à réinventer un certain nombre de choses en fonction de contexte. Alors, ce transfert adaptatif-là, ou ces open skills, sont d'abord liés à des postes en entreprise où on a la latitude ou l'autonomie d'action nécessaire. Ça ne vaut pas nécessairement pour tous les postes. C'est généralement ce que la recherche va nous dire. On a beaucoup de travail à faire là-dessus, à mon avis, mais c'est ce que la recherche nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que la réussite du transfert est fonction de la capacité des individus à déceler puis à saisir les occasions propices dans leur environnement de travail. Alors, ça peut-être que c'est un objet intéressant parce que certains, selon Bloom et Hall, qui ont fait une large recension sur le transfert, dans un environnement relativement similaire, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Parce que certains le voient et peuvent en profiter alors que d'autres y arrivent moins. Et cette idée-là d'open skills ouvre, à mon avis, beaucoup de choses autour de la proactivité, de l'apprenance, un certain nombre de choses qui sont discutées ici. Et certaines autres recherches aussi menées en entreprise ont tendance à illustrer que même dans des environnements contraignants, peu intéressants, les gens qui ont développé un plus haut niveau d'autorégulation arrivent quand même à un niveau de transfert intéressant. Donc, cette capacité à s'autoréguler-là permettrait non seulement de mieux profiter d'apprentissage favorable, mais aussi à la limite de s'en sortir mieux, en tout cas, avec moins de dommages dans des environnements qui sont peu stimulants, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui est assez intéressant, je trouve, par rapport à ce qu'on discute ici. Puis, je regardais l'objet des discussions qu'on avait eues et vraiment, ça m'a amené ça. Et certains écrits, même plus récents, ont tendance commence à dire que certains travailleurs qui développent ces habiletés ouvertes-là, et dans ces postes-là, apprennent en fonction de leur but, ce qui peut vous sembler trivial, mais qui pour nous ne l'est vraiment pas, en fonction de leur but, en lien avec des cibles organisationnelles, et pas nécessairement les attentes des formateurs à leur endroit. Alors ça, c'est pour le monde de l'entreprise, c'est quand même quelque chose, parce qu'il faut comprendre que ça fait rire, ouais. C'est quand même quelque chose. Parce que généralement, les attentes des formateurs, soyons clairs, c'est les attentes de l'entreprise. Ils sont très souvent les représentants de ce que la boîte veut, quoi.
qui sont très corporatifs. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est certaines recherches qui ont été faites dernièrement, sur très longtemps d'ailleurs, de recherches sur 4 ou 5 ans, quali, avec des entretiens. Puis, puisque ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que les participants se déterminent leur propre but en fonction des cibles dans la boîte. Et c'est en fonction de ça qu'ils apprennent, et pas nécessairement que le formateur leur dit tu le fais comme ça parce que c'est comme ça que la boîte le veut, quoi, et voici les 5 étapes miracles du truc. Donc, vraiment, ça, pour nous, c'est vraiment une très grande ouverture. Mais vous voyez, c'est très récent, c'est 2014, on commence à sortir ces choses-là. Donc, les caractéristiques individuelles autrefois vues comme problématiques sont maintenant considérées comme un catalyseur en amont. L'apprenance y joue un rôle plus important, nettement plus important aujourd'hui que c'était le cas, par exemple, à la fin des années 80, dans les premières années. Deuxième partie, que je vais essayer peut-être de faire un peu plus courte, dans des contextes plus informels. Okay? Donc, dans des modes d'apprentissage plus informels. Et là, à mon avis, l'apprenance de son rôle plus en amont ou pendant, à la limite, ça en va plus en aval. C'est-à-dire que ça devient une finalité recherchée. Okay? Ce n'est pas juste quelque chose qui aide, ou qui favorise, ou qui catalyse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut développer pour composer avec. Quoi. Et, bon, d'abord, se dire que chez nous, on a un organisme qui fait des enquêtes sur les pratiques de formation aux 2 ans, qui s'appelle le Conference Boards Canada, et qui publie aux 2 ans un truc qui s'appelle Learning and Development Outlook. C'est vraiment un truc vraiment bien fait, qui trace un peu quelles sont les grandes tendances. Et en 2009, pour la première fois, parce que ça fait longtemps qu'ils suivaient une question de base, parce qu'ils publient le rapport depuis presque 20 ans maintenant, donc c'est une source chouette, parce que tu lis ça, tu vas vraiment tracer l'évolution sur 20 ans de l'histoire. Et c'était très longtemps qu'ils posaient une question qui était liée au type, au nombre et à la fréquence des apprentissages réalisés dans des modes plus formels et dans des modes plus informels. Et c'est la première fois en 2009 que les gens répondaient « on apprend plus dans les modes informels que dans les modes formels ». Okay? Donc, c'est une espèce de passage autour de « les gens apprennent plus dans des modes moins structurés que dans les modes structurés ». Le chiffre, c'était 56%, il a assez peu d'importance. Mais il disait 56% des apprentissages sont réalisés dans des modes informels. Donc, pour nous, ça a sonné la cloche. En tout cas, pour moi, ça a sonné pas mal fort. Pour dire, il faut s'intéresser à ça. Et depuis ça, on peut dire que ça va dans ce sens-là. Hall, 2014, le dernier rapport, dit que l'apprentissage informel est fortement enraciné dans l'entreprise. Je pense que c'est ça. Okay. Donc, c'est chouette de regarder quel est le rôle de l'apprenance en fonction de cette nouvelle réalité-là. J'aimerais juste rappeler qu'en organisation, l'apprentissage en mode informel est souvent analysé en complémentarité avec le mode formel. On n'oppose pas toujours le truc. Denis Christophe a travaillé là-dessus dernièrement dans un article qui est publié dans le savoir sur les modes de dérivation de l'apprentissage formel et informel, mais d'autres auteurs aussi qui analysent, si jamais ça vous intéresse, que ces 2 modes se retrouvent dans la majorité des situations. Puis une espèce de cadre qui couvre le processus, le but, le contenu, et vraiment ces 2 modes sont relativement intimement liés, collés à. Dans l'article de la revue, vous allez avoir toutes les références. Donc, il faut les voir un peu conjugués. Et j'aimerais beaucoup attirer votre attention sur cette recherche-là que je trouve chouette. C'est fait en milieu bancaire, auprès de 200 gestionnaires, managers. Et c'est le concept qu'ils ont monté d'orientation individuelle à l'apprentissage. Personal Learning Orientation. Et c'est un concept qui lie motivation, auto-efficacité et recherche dans le développement continu. Alors là, on est vraiment proche, à mon avis, de l'apprenance. Parce que c'est un concept qui est aussi vu comme une disposition. Alors, j'en avais parlé un peu avec Philippe, on a regardé le texte ensemble. Alors ce concept-là d'orientation, de Personal Learning Orientation, est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que les résultats de la recherche illustrent que l'impact de cette orientation-là est 2 fois plus fort en mode informel qu'en mode formel. C'est-à-dire que par rapport au transfert.
Donc, l'impact de ça, l'impact de cette orientation personnelle d'apprentissage, de cette disposition-là à apprendre, de cette approche du concept d'apprenance, est 2 fois plus élevé en mode informel qu'en mode formel. Non, c'est juste une recherche. On ne part pas en peur, comme on dit comme chez nous, avec juste une recherche, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la même recherche, on peut comparer les deux. Donc ça, il n'y a pas tant de textes qui le font, je n'ai pas trouvé grand-chose autour de ça, mais c'est intéressant qu'on puisse comparer les deux dans la même recherche et ça nous permet de regarder ça. Donc, ça fait dire aux auteurs, Choi et Jacobs, affirmer que cette inclination-là à apprendre, disposition, appelez-les comme ça vous tente, soit l'orientation, devient un facteur significatif quand le caractère informel prime. C'était une intuition qu'on avait tous, mais là, ça devient vraiment plus intéressant. Donc, là, à mon avis, ça ouvre des pistes de recherche prometteuses autour de comment, dans ces modes-là, combiner, hybrider, formel, informel, cette notion-là d'orientation personnelle, d'apprentissage. Si vous voulez les détails, les concepts, les échelles, c'est dans le texte qui était là, vous pouvez référer à ça. Ça devient vraiment un facteur significatif dans ces types de modes-là. Comme c'est en croissance en entreprise, là, à mon avis, il faut s'y arrêter un petit peu plus sérieusement. Et puis, tout plein d'autres, peut-être pour terminer, tout plein d'autres résultats dans les modes plus informels en entreprise. On commence à avoir des résultats autour de qu'est-ce que donnent ces magnifiques programmes de coaching qui coûtent des fortunes. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Qu'est-ce qu'ils développent? Parce que souvent, les entreprises investissent massivement dans ces programmes de coaching de leur cadre et on se pose la question, qu'est-ce que ça donne ce truc-là? On voit par exemple que l'autorégulation devient comme un des extras recherchés par ces programmes-là, au même titre que l'amélioration de la performance. Alors, dans le fond, dans cette recension d'écrits-là qui porte sur 18 programmes de coaching réalisés auprès des cadres en milieu organisationnel, il y a 4 grands extrants, si vous voulez utiliser l'expression. L'amélioration, les gens qui ont suivi ça, généralement, performent mieux. 2, au niveau de la santé et du bien-être, il y a des impacts positifs. Ils gèrent mieux leur stress. Et puis, ils développent la capacité à s'autoréguler. Donc, c'est intéressant de voir que ce qui était en amont devient en aval. C'est-à-dire que ce qui était quelque chose qui aidait devient quelque chose qui est recherché. Alors, puis, comme pour mieux faire son boulot. Donc, cette capacité-là à s'autoréguler devient quelque chose qu'on veut développer dans les boîtes auprès des cadres sup pour être capable, évidemment, vous comprenez très bien, de mieux composer avec, disons, le changement pour être politiquement correct, la turbulence ou encore la folie qui existe dans ces milieux-là organisationnels où la vie n'est pas facile à tous les jours, vous le savez, aussi bien, sinon mieux que moi, quoi. Donc, d'autres recherches aussi, Nesbitt en leadership soulignent que les dimensions cognitives et affectives de l'autorégulation constituent une des 3 métacompétences d'une démarche autodirigée, les 2 autres étant la pratique réflexive et puis la capacité de gérer ses émotions. Donc ici aussi, des notions qui sont liées à l'apprenance deviennent aussi des extrants. Des constats similaires pour l'auto-efficacité. L'auto-efficacité devient un résultat qui traduit la réussite d'un programme de développement du leadership. Donc le fait que les gens soient capables d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle positif, ça devient un facteur d'évaluation de la réussite de ce programme-là. C'est quand même pas rien. On sait très bien, chez nous en tout cas, il y a eu plusieurs études, Baron et Morin entre autres, soulignent que l'auto-efficacité favorise la performance en entreprise pour les managers. L'auto-efficacité aussi favorise l'engagement au travail. Qui est un critère un peu plus large d'ailleurs que simplement l'apprentissage. Il y a aussi des impacts que vous appelleriez des impacts RH à ce développement-là, à ce développement de l'auto-efficacité. Donc, l'auto-efficacité a aussi un impact sur la dimension affective de l'engagement. Parce que tu as une dimension normative à l'engagement, le coût de partir. C'est pas
pas lié au coup de partir, parce que la notion d'engagement, c'est triple. Mais c'est vraiment associé à l'aspect affectif, c'est-à-dire tout ce qui est le plaisir de travailler et la volonté de travailler quelque part. Il y a aussi des liens entre l'auto-efficacité et l'engagement organisationnel. Il y a aussi des liens entre la motivation et l'engagement organisationnel. Mais ils sont plus faits dans des démarches de formation formelle. Ces liens-là ne sont pas très forts. Mais si on éclate un peu et qu'on sort de la formation formelle et qu'on tombe en situation de travail, et pas nécessairement dans une démarche formelle d'apprentissage, ou pas nécessairement dans une démarche visée d'apprentissage, puisqu'on sait bien qu'on apprend aussi de façon fortuite, ou on apprend plein d'autres manières que quand on rentre dans une démarche formelle, quoi. Même si ça ne nous fait pas toujours plaisir, parce que nous, on travaille là-dedans, on se dit, mais ils apprennent peut-être ailleurs que nous, on essaie de leur dessiner des trucs, quoi. Mais l'autodétermination et l'impact de l'autodétermination en matière d'engagement est plus marqué quand des pratiques managériales autour de l'empowerment sont présentes. C'est-à-dire que le fait de développer la participation, je ne sais pas si le concept d'empowerment, ça va. Il ne faut pas non plus seulement limiter l'autodétermination à l'apprentissage ou à des démarches d'apprentissage. Ça vaut aussi simplement par rapport à des pratiques managériales. C'est-à-dire que si tu développes un leadership ou une façon de faire plus participative, ça va avoir de l'impact sur l'autodétermination des gens et ça favoriser assez fortement l'engagement, si ça vous intéresse. Les références sont là. Donc on peut éclater le cadre, quoi. 2 minutes. Quelques éléments de prospective. Pas beaucoup de recherche au niveau de l'autorégulation de l'entreprise. Donc, je pense que c'est important d'y aller plus. Et Nesbitt, qui a travaillé, Little John, qui a travaillé avec des managers, souligne que l'autorégulation est vraiment incorporée au processus d'apprentissage. Et aussi par rapport à ce qu'on appelle le workplace learning, l'apprentissage en situation de travail. On commence à avoir des résultats, mais c'est vraiment naissant. On met l'accent sur l'apprentissage autodirigé, autorégulé, qui partage avec l'apprenant ses dimensions de choix, d'initiative et de proactivité. Et ce texte-là est intéressant, mais c'est encore préliminaire, à mon avis. Ces auteurs soulignent que dans un contexte d'apprentissage juste en temps, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, les modes formels et informels sont pas de croire, c'est ce qu'on essaye de faire. La technologie joue un rôle accru, c'est ce qu'on essaye de faire. L'apprentissage autodirigé constitue un milieu organisationnel, une des tendances majeures pour les élèves. Tous ces modes-là plus ouverts, tous ces modes-là où ça s'hybride, tous ces modes-là où la technologie devient plus importante, ça ouvre des pistes, à mon avis, importantes pour des concepts qui sont liés à la Voilà, c'est mon tour. Merci beaucoup.